vous décrivez, c'est-à-dire une Amérique clivée, et clivée en fait de manière... Et urbain et rural. Urbain, rural, côte, centre. Qu'est-ce que, Sylvie Laurent, on peut penser que politiquement et institutionnellement empêchera ou permettra à Trump de mener sa politique intérieure? Alors, pour ne pas être trop général, je vais reprendre la question de Jade pour répondre très précisément sur la question des politiques énergétiques, puisque c'est un des points sur lesquels les militants sont à juste titre extrêmement préoccupés. Rien qu'aujourd'hui, Tim Price, qui est pourtant ministre des Affaires sociales, a annoncé qu'il envisageait très clairement de reprendre le forage en Arctique. Et la raison pour laquelle il peut le faire, c'est que, comme vous le savez, le bilan de Barack Obama sur les questions environnementales est assez ambigu, puisqu'il a une politique énergétique en faveur de l'autosuffisance, et donc ça a supposé de développer des énergies fossiles qui, certes, n'étaient plus le charbon, mais qui néanmoins posent beaucoup de problèmes. Et donc, c'est une politique, notamment autour des gaz de schiste, qui va certainement être poursuivie. Les militants qui, autour du Dakota Pipeline, aujourd'hui, s'inquiètent beaucoup de tous ces pipelines après l'arrêt de Keystone, qui menacent, tout en traversant les terres indiennes, de polluer les terres, sont soumis à une décision fédérale. De même que tous les décrets pris par Barack Obama sur les questions environnementales, qui sont très fragiles, puisque, n'ayant pas fait l'objet d'un vote au Congrès, ils peuvent être défaits tout aussi bien qu'ils ont été faits. Cela dit, il est vrai, on peut voir quelques sources de résistance. La Californie, bien sûr, vous savez que depuis l'élection de Trump, on parle d'un Cali-Brexit, comme si la Californie... Sauf que, bien sûr, donc c'est très sympathique, puisque la Californie est censée être très libérale, très progressiste, très environnementale, et donc oui, sans doute qu'à San Francisco ou que dans quelques endroits ici ou là, on s'arrache les cheveux. Mais la réalité, souvenez-vous, c'est que lorsque Donald Trump a convoqué une espèce de grande réunion autour des grands magnats de la Silicon Valley, ils sont tous arrivés en randonnion, les Elon Musk et compagnie, pour profiter de leurs services et attendre quoi? La poursuite d'une politique qui a fait leur croissance, qui est des avantages fiscaux absolument considérables. Donc, en effet, il y a une conscience environnementale très forte dans certaines parties des États-Unis, mais Donald Trump a été élu, par exemple, dans certaines régions du Nord-Est, sur la reprise de l'exploitation charbonnière. Il a dans son administration tout ce que le pays compte de lobbyistes de l'industrie fossile, à commencer par les Koch brothers, qui, bien sûr, après avoir refusé de le soutenir, sont maintenant dans un entrisme absolument déchaîné. Et il est certain que la politique énergétique et que le extract and drill va devenir le cœur, non seulement de sa relance économique, mais de ses créations d'emplois, à la fois parce que Barack Obama l'avait commencé, avec un bilan énergétique un petit peu compliqué, et puis aussi parce que Donald Trump est dans une logique très antagoniste avec la Chine. Or, la grande avancée climatique de Barack Obama, c'est un accord avec la Chine. Or, si la sinophobie de Donald Trump continue à s'exprimer, on peut penser que la Chine sera très inquiète quant au fait de poursuivre toute seule les ambitions climatiques qui ont été posées après la COP21. Et donc tout ça est un petit peu soumis. Oui, il y aura des résistances locales et certaines villes et certains États, comme c'est déjà le cas, sont des laboratoires de démocratie parce que c'est un système décentralisé. Mais le pouvoir de nuisance de Washington est tout à fait considérable. Est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe incroyable à avoir un président américain, donc Trump en l'occurrence, réactiver ou s'appuyer sur un fédéralisme fort, alors que philosophiquement et politiquement, le Parti républicain a toujours haï ce fédéralisme? Est-ce que ce ne serait pas, d'un point de vue de la politique intérieure, une ambiguïté et un paradoxe incroyable? Mais il y a quand même la question, effectivement, de quels États on parle. Toute la complexité et l'intérêt aussi du fédéralisme, c'est que, comme le disait Sylvie Laurent, vous allez avoir des États, des villes. D'ailleurs, il y a énormément de villes qui se mettent en réseau aujourd'hui, notamment sur les questions environnementales, pas exclusivement, aussi sur les questions d'accueil des immigrés, etc. Donc des villes qui se mettent en réseau indépendamment, ou en tout cas dans une indépendance relative vis-à-vis de leurs pouvoirs nationaux de tutelle. Mais malgré tout, il y a, comme le disait Stephen Ekovitch tout à l'heure, un mandat qu'a reçu Donald Trump de la part de certains États et pour lesquels il va pouvoir jouer sur deux tableaux. Effectivement, d'un côté, le retour des énergies traditionnelles comme le charbon, et de l'autre côté, il avait fait un grand discours à une réunion de producteurs de gaz et pétrole de schiste à Philadelphie, il me semble, pendant la primaire, en disant « on va y aller, pas de problème, on va continuer et amplifier l'exploitation du gisement Marcellus, qui est ce grand gisement qui se trouve au nord-est des États-Unis. » Donc, voilà, les résistances, elles peuvent être là. Il n'empêche que son mandat, il l'a, et il l'a très clairement mis en œuvre
dans ces nominations. La question aussi que vous posiez et qui est intéressante, c'est celle du milieu des affaires, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'hommes d'affaires et du milieu industriel et du milieu des énergies renouvelables qui se sont exprimés au nom de l'intérêt économique. Et ça, c'est un argument qui, bien évidemment, peut porter, qui a énormément porté sous les présidences Obama, puisque le développement des énergies renouvelables d'un côté et des gaz et pétrole de schiste de l'autre visait à assurer l'indépendance des États-Unis. On a craint l'éclatement de la bulle des gaz et pétrole de schiste qui s'est en partie révélé, mais les avancées technologiques qui permettent d'extraire à moindre coût nous font dire que l'exploitation de ces énergies n'est pas condamnée aujourd'hui aux États-Unis et peut continuer à être rentable et écologiquement désastreuse. Donc on a tous ces éléments qui jouent et Trump a quand même les moyens, je pense, de faire la politique qu'il a annoncée. Il y a un autre, parce que vous parliez tout à l'heure du Parti républicain et un peu de l'incertitude dans laquelle on est de la manière dont le Parti républicain va réagir. Il y a une partie, en particulier du Parti républicain, qui est toute cette droite ultra-conservatrice, chrétienne, issue du Tea Party, dont a priori, donc très à cheval sur les questions de meurtre, d'avortement. A priori, Trump n'est pas sur ce registre-là. Est-ce qu'il va être obligé de donner d'autres gages que déjà la nomination de Mike Pence à la vice-présidence ? Alors, dans les résultats de l'élection, et notamment justement chez ces électeurs conservateurs, il y a une question de priorité, clairement, qui a joué, hein, comme on le disait tout à l'heure, voter contre Hillary Clinton, voter contre Barack Obama, voter pour certaines mesures économiques, voter pour n'importe quel républicain. Hein. Il y a un dicton politique qui dit « Democrats want to fall in love », donc les démocrates veulent tomber amoureux, « Republicans want to fall in line », les républicains veulent suivre le chef. Donc il y a un peu cet élément-là. Alors après, une fois qu'ils sont au pouvoir, effectivement, la priorité sur les questions de valeur peut intervenir à nouveau. Cela dit, Trump, alors sur les questions de morale, c'est encore autre chose, mais sur les questions des droits des femmes, des droits à la reproduction, des droits à l'avortement, il est loin d'être libéral. Alors il a changé de position plusieurs fois au cours de sa carrière, mais là, pendant cette primaire, il a quand même, on l'a vu et on va le voir dans la réaction qu'il a provoquée avec la marche sur Washington samedi, des positions extrêmement conservatrice, réactionnaire et tendante à restreindre les libertés. Les difficultés du planning familial, du Planned Parenthood aujourd'hui et sans doute à l'avenir en sont le témoin, tout comme les mobilisations qui se sont construites autour de ça. Donc il a quand même, malgré tout, malgré sa personnalité, effectivement, excentrique par rapport à un Ted Cruz plus classiquement tourné vers cet électorat, il a donné des gages quand même aussi de ce côté-là. Alors Alice Béja, vous évoquiez à l'instant la Women's March, la grande marche qui va se dérouler à Washington au lendemain de l'investiture de Donald Trump. On va voir à l'écran, pendant qu'on continue à discuter, des images d'une campagne qui est lancée, qui s'appelle We the People, et qui a été conçue par Shepard Fairey. Shepard Fairey, qui est ce fameux artiste de graffiti qui avait conçu l'image de You Hope de Barack Obama, qui avait tant marqué les esprits. Et donc cette fois-ci, on voit sur ces quelques images qu'il ne s'agit plus de représenter un homme politique, mais des femmes, une femme voilée, un enfant noir, une femme latino, autour de l'idée que maintenant, non, c'est les gens, on met en avant les gens, et avec l'idée que ces images puissent être utilisées en manifestation contre Trump, et avec, cherchent les gens qui lancent cette campagne, l'espoir de pouvoir s'acheter une page dans le Washington Post le jour de l'investiture de Trump, comme la figuration d'emblée d'un contre-pouvoir qui essaye de commencer à prendre pied, j'ai envie de dire, face à ce nouveau pouvoir de Washington. Et donc par rapport à ça, on attend entre 200 000 et 400 000 personnes potentiellement à Washington le 21 janvier. À votre avis, quels espaces les mouvements sociaux peuvent-ils occuper face à Trump et pourraient-ils constituer un contre-pouvoir ou des contre-pouvoirs? Vous êtes des spécialistes, les mouvements sociaux aux États-Unis ici. Non seulement ils peuvent, mais à l'heure actuelle, ils sont les seuls.
C'est-à-dire que la démocratie américaine, on en a beaucoup parlé, montre la limite du système des contre-pouvoirs au niveau purement institutionnel, et que lorsque, comme bien souvent dans son histoire, elle est acculée au point où la question du fondement même de la souveraineté populaire est remise en jeu, ce sont les mouvements populaires et ce sont les mouvements sociaux qui ont pris en charge cette défense de la démocratie. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de entre 200 000 et 400 000 personnes attendues samedi. La plus grande marche de l'histoire de la protestation, qui est la marche de Washington en 1963, pour demander les droits civiques avec le fameux discours de Martin Luther King à l'issue de la journée, c'était 250 000, c'était 250 000 personnes, et déjà c'était absolument considérable. Donc là, on s'apprête, évidemment, on ne sait pas ce que sera la participation samedi, mais on s'attend à ce qui sera peut-être la plus grande manifestation en réaction à une inauguration de l'histoire américaine depuis très très longtemps. Donc les mouvements sociaux n'ont pas commencé avec la montée au pouvoir de Donald Trump. On assiste depuis 4-5 ans à une éclosion par rhizome de mouvements sociaux, qu'il s'agisse du mouvement pour le salaire minimum à $15, qu'il s'agisse du mouvement autour de Black Lives Matter, mais Black Lives Matter étant elle-même à la tête d'une espèce de collectif d'associations pour la défense des droits des minorités de couleur, qu'il s'agisse des étudiants sur les campus ou d'un féminisme qui a été complètement réhabilité et réactivé par non seulement l'arrivée de Donald Trump, mais par la guerre faite aux femmes, par la fermeture des cliniques et les atteintes aux droits faites aux femmes depuis 5-6 ans dans une quinzaine d'États aux États-Unis. Il y avait déjà un ferment de révolte et de dissidence qui, d'une certaine façon, était en train de préparer le terrain d'une mobilisation. Et il est certain que là, les attaques aux droits fondamentaux sont potentiellement tellement considérables qu'on peut attendre d'eux une résistance populaire, non seulement au niveau local, puisque des dizaines de villes vont être mobilisées, mais plus encore. Après tout, il y a eu le Tea Party en 2010 qui a mis fin de façon très claire au moment progressiste de Barack Obama. On peut espérer un Tea Party de gauche qui, alors en 2018, ça va être un petit peu compliqué, mais qui en 2020 recentrera le Parti démocrate sur sa gauche avec un mouvement plus grassroots, plus populaire, plus fondé sur les questions, sur les questions abordées par Bernie Sanders sur la campagne, mais là, peut-être que je m'emballe un peu, qui apportera une contestation qui ensuite aura des effets au niveau politique et au niveau parlementaire. Mais justement, c'est quoi aujourd'hui le Parti démocrate après la fermeture de l'ère Clinton ?